scénario de l'autre côté qui n'ont pas de moyens d'être diagnostiqués sur la base d'examens biologiques. Et puis entre les deux, vous avez un gradient de maladies qui peuvent être plus ou moins, pas diagnostiquées, mais dont l'intégration de certains examens diagnostiques biologiques peuvent justement vous aider à avoir ce qu'on appelle un faisceau d'arguments, avec des examens d'imagerie, avec des examens cliniques, avec la surveillance, l'évolutivité. Donc ça s'intègre dans un faisceau d'arguments qui peuvent vous faire penser que le patient a telle ou telle maladie. Et ensuite, à vous de faire le diagnostic. Et en règle générale, parfois, on se limite à ça. Et donc on considère que le patient a des arguments pour une sarcoïdose, par exemple, mais on n'en a pas forcément la preuve ou beaucoup d'examens. Donc le diagnostic, il n'est pas forcément formel sur un examen. Ça peut être aussi des examens biologiques faits pour aider justement à s'orienter de préférence vers telle ou telle pathologie, ou pour exclure. Ça sert aussi à exclure un diagnostic. Par exemple, l'embolie pulmonaire est exclue en général sur la base d'un examen qui s'appelle les D-dimères, et quand ils sont négatifs, on peut exclure en tout cas l'existence avec une relative bonne chance que le patient n'a pas d'embolie pulmonaire. Le traitement, les tests diagnostiques servent au traitement. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, servir au traitement. Si on veut détailler un petit peu plus, ça a plusieurs valeurs. C'est-à-dire que c'est des examens qui vont vous permettre de vous autoriser à donner tel ou tel traitement à un patient. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure de traitement qui sont interdits avec telle perturbation. Par exemple, il y a des enzymes du métabolisme dont on a des polymorphismes, certains d'entre nous, et qui sont absolument incompatibles avec la prescription d'une chimiothérapie, par exemple, ou d'un traitement immunosuppresseur, au risque de faire un effet indésirable grave. Donc ça, c'est des examens qui précluent qui interdisent le traitement. Ensuite, il y a des examens des examens biologiques qui vont vous dire finalement que ce traitement, par exemple, peut être autorisé, mais avec une surveillance rapprochée. Par exemple, des médicaments qui sont prescrits chez un patient qui a une hépatopathie, par exemple, et des médicaments qui sont potentiellement hépatotoxiques. Le fait de diagnostiquer une hépatopathie sur des examens cliniques, dans le bilan biologique pré-thérapeutique, avoir une perturbation va nécessiter, par exemple, de faire plus souvent des examens biologiques, éventuellement. Enfin, en tout cas, ça donne un indice dans le suivi de la thérapeutique qui va être beaucoup plus orienté vers telle ou telle pathologie d'organe, pour éviter justement qu'à terme, le patient ait de graves problèmes. Ça peut être la surveillance. Alors, d'un patient qui va bien, mais il y a des médicaments qu'il faut absolument surveiller sur le plan biologique, par exemple les anticoagulants. Il y a une catégorie d'anticoagulants qui sont prescrits et dont on a absolument besoin de mesurer l'indice de coagulation ou d'anticoagulation du sang, qui s'appelle l'INR. Ça, c'est obligatoire, même si tout va bien, même si le patient est en parfaite santé, vous êtes obligé évidemment de le faire régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour être sûr que le patient ne soit pas super anticoagulé ou au contraire insuffisamment. Donc là, en fait, on arrive pour le traitement à la notion de la fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire que les examens biologiques servent pour une certaine catégorie de traitement à respecter la fenêtre thérapeutique. La fenêtre thérapeutique, c'est un concept un peu pharmacologique où on veut une dose de médicament et donc in fine un effet pharmacodynamique, donc une efficacité thérapeutique qui soit optimum par rapport à son efficacité de base, c'est-à-dire qu'on veut que le médicament soit suffisamment dosé pour qu'il soit efficace, mais à la limite de la borne supérieure qui, elle, va dire, en fait, vous commencez à avoir un surrisque d'effet toxique. Donc la fenêtre thérapeutique est étroite, plus ou moins, selon le type de médicament et surtout selon le danger que procure le médicament. La question de la fenêtre thérapeutique et donc du suivi en biologie de ces médicaments-là, par exemple simplement par un dosage du médicament, ou par le dosage de l'effet du médicament, comme je vous ai cité par exemple les tests de coagulation, sont extrêmement importants. Les chimiothérapies par exemple, les antibiotiques pour certains d'entre eux, les immunosuppresseurs pour certains d'entre eux sont monitorés sur la base d'examens pharmacologiques, donc d'examens de biologie clinique, pour justement être capable d'optimiser le ratio, j'allais dire, entre une efficacité thérapeutique, et parce qu'on donne ça pour des maladies graves, et donc par exemple, l'exemple d'un immunosuppresseur, d'un médicament qui va diminuer le système immunitaire, par exemple dans les greffes d'organes, vous êtes évidemment obligé d'avoir un effet minimum, donc une concentration minimum du médicament, sinon vous n'avez pas l'effet, vous avez un risque de rejet, mais c'est des médicaments aussi qui sont toxiques, et donc vous devez respecter une norme, une borne
de concentration maximale qu'il ne faut pas dépasser. Donc, le monitoring biologique du suivi des traitements, évidemment, est extrêmement important. Puis vous avez l'adaptation des posologies. Vous prescrivez un médicament qui, par exemple, risque de s'accumuler quand il y a une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, le biomarqueur de la fonction rénale, c'est, vous le verrez de toute façon largement après, c'est la créatinine. Bon, eh bien, il est demandé de faire une mesure de la créatinine chez n'importe qui pour la prescription d'un médicament qui est éliminé par voie urinaire. Vous imaginez bien que si vous découvrez que le patient a une insuffisance rénale et que vous lui prescrivez un médicament qui est éliminé par voie urinaire, le médicament va s'accumuler. Et donc risque d'avoir évidemment une efficacité, mais en règle générale, ça va de pair avec une toxicité majorée. Donc là, les examens biologiques servent également à préparer finalement la prescription en termes de dose chez des patients, voire l'interdire dans certains cas de figure où on considère qu'il y a une dysfonction d'organes qui est reflétée par des perturbations d'examen de tests biologiques. Et donc, on fait attention. Le dépistage, troisième grande application du dépistage. Alors, évidemment, tout ça, vous allez dire, mais ça, oui, on dépiste une maladie pour la diagnostiquer. On dépiste une pathologie d'organes avant de faire un traitement. Mais on parle là, par exemple, de dépistage de pathologie néonatale, par exemple. Hein, il y a des tests qui sont faits chez les nourrissons. On fait des dépistages quand il y avait le service militaire. Je ne sais pas si c'est fait encore maintenant, enfin pas le service militaire, mais les dépistages de protéinurie. On faisait des analyses d'urine chez les jeunes gens pour rechercher des maladies rénales. En règle générale, après, les gens n'en faisaient plus rien, c'est que c'était dépisté, mais après, ils n'allaient pas voir leur médecin. Mais enfin, néanmoins, le dépistage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche une pathologie sur la base d'examens biologiques ou radiologiques, par exemple pour les mammographies. Mais enfin, en tout cas, quand on parle de biologie, on cherche dans une population à relatif risque, évidemment, d'identifier des personnes ou des futurs patients, malheureusement, qui pourraient avoir des signes précoces de la maladie, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et c'est utile parce qu'on fait un diagnostic ensuite et, éventuellement, on peut traiter la maladie avant qu'elle ait trop évolué. Et puis, il y a des tests biologiques à visée pronostique qui permettent d'anticiper, éventuellement, la réponse. Hein, on est capable de prédire, ça fait un peu, là ils mettent une boule de cristal dans le dessin, c'est pas vraiment très scientifique, mais enfin en tout cas on peut être capable d'anticiper une réponse, d'optimiser une réponse sur la base d'examens biologiques. Donc 4 grandes fonctions qui en réalité n'est pas nécessairement limitée aux examens biologiques, parce que les examens complémentaires radiologiques peuvent finalement aussi s'intégrer dans ce cadre-là, donc du diagnostic, du traitement et du suivi de traitement, du dépistage et des tests à visée pronostique. Bon, ça je vous l'ai dit. Bon, c'est la même chose. Ça sert à rien, de toute façon, le cours, vous l'avez. Donc les services de biologie, la biochimie, la génétique, l'hématologie, la bactériologie, la parasitologie, l'immunologie, la pharmacologie, l'anatomie, l'anatomopathologie, anatomie et cytologie pathologique, autrement appelée anatomopathologie, c'est l'activité médicale, biologique, médicale ou biologique, ça dépend, qui se définit comme celle qui étudie les tissus et les cellules pour faire du diagnostic. En règle générale, c'est eux qui donnent le diagnostic formel dans un certain nombre de cas, en particulier par exemple dans les cancers. Les milieux biologiques contestent quand on fait de la biologie clinique. Tout est possible en fait. Le sang, donc le sang veineux, le plasma ou le sérum. La différence, elle peut être, c'est bien pour votre culture de le savoir, entre le plasma et le sérum, c'est que le plasma, c'est du sang, sans les éléments figurés du sang, en d'autres termes, sans les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, mais qui contient tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'est pas du tout dénaturé, au sens où on lui oppose le sérum, qui est également du sang sans les éléments figurés du sang, mais qui en fait a été pré-traité, entre guillemets, et qui permet d'enlever un élément de la coagulation qui s'appelle le fibrinogène. Donc il est en fait appauvri en protéines de haut poids moléculaire. En fait, la différence, c'est qu'il y a des tests diagnostiques de biologie qui ne peuvent être faits pour des raisons techniques que sur du plasma ou que sur du sérum.
En général, tout est fait sur du plasma, mais il y a des tests qui ont besoin, par exemple les tests lipidiques doivent être faits sur du sérum. Bon, c'est une petite différence, mais au moins vous savez la différence entre le plasma et le sérum. Le sang peut être artériel, hein, le sang de l'artère radiale par exemple, qui est fait quand vous faites un examen et que vous allez apprendre à faire dans pas longtemps, ce qui n'est pas facile à faire au début, qui est le gaz du sang. Hein. C'est l'introduction d'une petite aiguille dans l'artère, qui est l'artère radiale en général, quand vous le faites au lit du malade. C'est vous qui le ferez, ce n'est pas les infirmières, et en général c'est les externes qui le font. Donc ça fait très mal aux gens, surtout quand on s'y reprend 10 fois, mais ça fait partie du jeu, apprendre à l'habitude. Et ça permet de mesurer. En général, ça n'a qu'une indication, c'est réaliser un examen particulier qui est le gaz du sang. Le gaz du sang, c'est un examen urgent qui mesure les concentrations, enfin plutôt les pressions en oxygène, en CO2, qui mesure la réserve alcaline, c'est-à-dire en fait le taux de bicarbonate, qui mesure la saturation, qui mesure tout un tas de choses, ou des gaz, qui peut mesurer par exemple du monoxyde d'azote, etc. Et en général, c'est des examens urgents qui permettent à la fois de s'orienter vers éventuellement une pathologie, qui est souvent une pathologie cardiovasculaire au sens large ou pulmonaire, puisque c'est les gaz du sang, donc et qui permet aussi d'identifier la gravité, éventuellement d'une détresse respiratoire. Vous imaginez bien que moins vous avez d'oxygène dans le sang, moins vous allez bien et plus vous aurez besoin d'une prise en charge rapide sur le plan d'assistance respiratoire. Et donc les gaz du sang vous permettent de mesurer ça. Donc c'est des examens dont en principe on a le résultat en quelques minutes ou en une dizaine de minutes. Et en général, quand on les prescrit, on attend le résultat avec impatience. Mais c'est des examens qui ne sont pas faits dans tous les services, évidemment, mais dont vous serez certainement amené à faire. Du sang capillaire, donc le sang du bout du doigt, c'est la glycémie capillaire. Ensuite, on peut travailler sur des urines, évidemment, sur du liquide céphalorachidien. Là aussi, ça sera les examens que vous ferez en premier. Vous ferez des ponctions lombaires, ça fait moins mal, c'est plus impressionnant, mais c'est mieux toléré que les gaz du sang pour les patients. Où là, vous faites aussi de la biochimie. Pour rechercher, en général, c'est pour faire des diagnostics de méningite. Et puis, il y a une partie qui sert justement à connaître la concentration en protéines, en glucose, qui témoignerait de l'existence ou pas d'une bactérie. La bactérie consomme du glucose, etc. Et l'inflammation produit des protéines. Donc, ça vous oriente vers le diagnostic et vers la cause, puisqu'il y a une partie du liquide qui sera envoyée dans le service de bactériologie, virologie, qui sera amené à rechercher un pneumocoque, un méningocoque ou n'importe quel germe qui puisse être responsable de la méningite. Et puis, en fait, ensuite, en fonction des cas, mais c'est plus rare, et de la spécialité dans laquelle vous exercez, vous serez amené à envoyer des milieux de genoux, de liquide synovial, de liquide pleural, de liquide d'acide, donc de liquide dans le péritoine, d'écoulement pancréatique, ça peut être n'importe quoi. Tout est possible, mais en général, c'est évidemment, la plupart du temps, c'est du sang veineux. Dans 90 à 95% des cas, on travaille là-dessus. Et puis, évidemment, dans les gros hôpitaux qui ont des services d'urgence ou de réanimation, il y a une grosse activité de gaz du sang. Mais en fait, retenez juste que tous les fluides biologiques de l'organisme, théoriquement, peuvent être analysés sans, en général, beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on dose en biochimie? Donc là, maintenant, on parle un peu plus de la biochimie. Des grandes familles de ce qu'on appelle les analytes. Les analytes, c'est ce qui est analysé. Donc les analytes sont dans un solvant, qui est en fait le plasma, le sérum, l'urine, le LCR ou je ne sais quoi. Et donc en fait, il y a des grandes familles. Il y a des grandes familles qui sont les électrolytes, donc les ions. Donc ça, c'est le ionogramme sanguin. Donc ça, c'est voilà, dans un hôpital comme Necker ou Pompidou, il y en a 3000 qui sont faits par jour. C'est l'examen le plus pratiqué, probablement l'examen le plus ancien en termes de dosage. Enfin ancien dans le temps, j'entends. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on fait on cherche donc les concentrations en A+, K+, Cl-, etc. Donc il y a toute une science entre guillemets de l'interprétation du ionogramme sanguin, parce qu'en fait c'est un intégrateur, le ionogramme sanguin, de ce qui se passe dans l'organisme. C'est un reflet de ce qu'on appelle l'homéostasie ou les perturbations de l'homéostasie. Et en fait, ça recouvre énormément de pathologies qui peuvent interférer sur justement ce bilan et cette répartition et ces concentrations d'ions, si bien que vous allez mettre du temps
à vraiment être à l'aise avec l'interprétation des ionogrammes sanguins, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très, très transversal.